Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien et aujourd'hui on va parler cyclisme, débrief de l'étape numéro 20. C'est pas le 20e débrief, c'est le 19e. En tout sur ce Giro, l'étape numéro 20, on fera le débrief de l'étape numéro 20 et puis on parlera de cette dernière étape, du parcours de cette dernière étape, un contre-la-montre. L'étape donc d'hier nous emmenait de Feltre vers le Croce d'Aone Monte Avena, 194 km. Étape extrêmement difficile avec le Passo Rolè, mais également le Passo Mangen et puis deux dernières côtes du côté du Croce d'Aone qui étaient des côtes assez pentues. On a eu plein de choses se sont passées. Déjà du côté du Croce d'Aone, il y avait eu déjà plusieurs échappées qui étaient parties. Dans le Passo Mangen. Accélération de Astana pour Lopez qui est ensuite aidé par la Movistar, des fois on trouve des alliés de circonstances. Ils arrivent à faire lâcher Nibali et Roglic. Ils reprennent beaucoup de coureurs qui étaient partis dans les premières échappées. Ils reprennent même en haut Ciccone qui avait anticipé en bas du Mangen pour tenter de prendre des points. Ils vont reprendre tous les coureurs échappés. Dans la descente, il y a une nouvelle échappée qui se forme. Avec par exemple Bilbao par exemple, avec Dunbar ou Kangert, j'appelle quand même de coureurs costauds. Et puis Madouas qui s'était fait lâcher dans la montée du Mangen, lui va revenir dans le groupe maillot rose et contre-attaquer tout de suite pour revenir sur les hommes de tête. Il reviendra avec Ciccone et Capecchi. À la fin, ce groupe-là se retrouve ensemble dans les derniers kilomètres. Attaque à 16 bandes de l'arrivée de Madouas. Ensuite, on a Ciccone qui contre. Et puis à la fin, victoire de Pello Bilbao. Mais dans un groupe qui aura vu le retour des leaders. Le Français du jour, Valentin Madouas. Quelle étape de Valentin Madouas. Quelle étape. Et ça aurait été encore mieux s'il avait pu aller au bout pour le Français. Mais il peut être très heureux de l'étape qu'il a réalisée hier. Il est lâché une première fois par le peloton des leaders. Quand même pas facile. Il arrive à revenir dans la descente. Et tout de suite à ce moment-là, il décide de contre-attaquer avec deux hommes. Il ne s'est jamais reposé de l'étape. Puis il revient dans le groupe de devant. C'était dans la troisième ascension du jour, le Passo Rolè. Dans le Passo Rolè, ça temporise un petit peu, mais ça roule quand même à un bon rythme parce que derrière, la Movistar n'avait pas relâché la pression. Dans la descente, ça se calme un petit peu parce que la Movistar avait décidé de se calmer un petit peu le temps de ravitailler, puis ensuite ça réaccélère. Lui, il attaque à 16 bornes de l'arrivée, il n'a jamais ralenti de la journée. Il fait vraiment une très très bonne montée. La première montée du côté du Croce d'Aone, il l'a fait très très bien, et puis sur la montée à Avena, quand les gros commencent à mettre en route, il n'a pas le niveau pour suivre, mais quand même, quelle étape. Et puis il a quand même résisté quand il se fait reprendre. C'est quand même dur mentalement, il se fait reprendre à 3 bornes de l'arrivée, il a quand même résisté. Par contre, dans les 700 derniers mètres, il y a une accélération de Carapaz qui a été trop dur à suivre pour Valentin Madouas, mais il fait un très très bon Giro, 15e de ce Giro, donc vraiment les objectifs sont remplis pour le Français. Bon, peut-être qu'il aurait voulu une victoire d'étape pour améliorer encore sa course, mais pour un premier grand tour, très très bonne course pour un coureur qui, moi quand on m'avait dit au tout début de ce Giro que ça allait être le leader pour le général, je m'étais dit ouais, mais c'est quand même pas forcément un pur grimpeur, c'est un coureur qui fait 8 ou 9 sur l'Amstel. Moi je le vois plus comme puncher que comme grimpeur, mais il a montré qu'il sait quand même grimper et qu'il faudra le voir à l'œuvre dans les années à venir, parce qu'il avait peut-être pas axé sa préparation totalement sur le Giro, peut-être qu'il avait plus axé sur les classiques de printemps, et donc forcément le pic de forme avait peut-être été légèrement dépassé pour Madouas, mais qui finit quand même plutôt bien ce Giro. Attaque de Marlou. Les coureurs au top, on commence avec Pello Bilbao, le coureur d'Astana. Alors autant André Lopel a perdu du temps à cause d'un spectateur, autant lui, très intelligent dans le final. Lui, il faisait partie de cette échappée qui était restée devant le peloton. Il s'en sort bien. Intelligent dans le final parce qu'il a profité du fait que Lopez voulait accélérer pour
pour ne pas rouler dans l'échappée, ce qui lui a permis de garder de la fraîcheur. Quand Ciccone est revenu sur Madouas avec Landa, lui il s'est mis dans les roues, il ne roulait pas encore à ce moment-là, ce qui fait qu'il est arrivé très très frais dans le final. Il a profité en plus de l'erreur de Landa dans ce fameux virage en épingle où Landa sort au large. Bon, après c'est Landa, hein, on a bien vu cette année sur ce Giro qu'il a un vrai... Lui il faut qu'il apprenne à manier un vélo parce que c'est vraiment problématique. Donc Pello Bilbao intelligent qui gagne l'étape. C'est 2 victoires d'étape Pello Bilbao sur ce Giro. Astana en a quand même gagné 3, donc Astana fait une énorme saison de toute façon. Personne n'aurait imaginé en début d'année que Astana pourrait faire une aussi bonne saison. Et puis, très très belle victoire de la part du coureur basque, qui commence à devenir peut-être un baroudeur à suivre dans les courses à venir, et surtout s'il effectue un autre grand tour, j'aimerais bien le revoir. Les Movistar, ils ont fait une sacrée journée. Hein. Déjà, ils perdent pas le maillot rose, c'est Carapaz qui le conserve. Ensuite, Landa monte sur le podium en devançant Roglic. Il prend la 2e place. On va dire c'est quasiment la seule déception de la journée. Ils ont couru intelligemment. On le dit tout le temps en football, mais ça marche dans d'autres sports. La meilleure défense, c'est l'attaque. Eh bien, ils nous l'ont prouvé hier, les Movistar. Dès que Lopez a attaqué, ils ont décidé de le suivre dans le Passo Mangen. C'est intelligent. À partir de ce moment-là, ils lâchent Nibali et Roglic qui étaient leurs plus sérieux adversaires, mais de toute façon, ces 2 coureurs-là n'auraient pas pu leur faire un contre. Parce que ça roulait beaucoup trop vite. Pourquoi ils peuvent faire ça aussi? Parce qu'ils ont une équipe solide, hein. Contrairement à l'équipe de Roglic. Amador, Carretero, même Landa qui s'est mis un moment en équipier. Ça a failli même réussir pour Landa parce qu'il compte dans le final et on aurait pu s'attendre à ce qu'il reprenne un petit peu de temps, même s'il y avait 3 minutes d'écart, que les dernières montées étaient un petit peu trop tardives dans la journée. Mais ils ont eu un contrôle total de la course. C'est-à-dire que sur une étape où moi je pouvais me dire, par exemple hier j'avais dit dans mes pronostics, mais j'avais cette réflexion là qu'il y aurait des gens qui tenteraient des choses de loin, qui pourraient mettre à mal l'organisation de l'équipe Movistar. Eh bien que nenni, l'équipe Movistar a conservé son organisation très très bien dans les descentes. Amador il a fait un énorme travail dans la vallée entre le Passo Rolé et le Clos Cedone. Très gros travail d'Amador qui a roulé à fond. Alors, réussite pas totale, mais réussite à 90% parce qu'il leur manque la victoire d'étape et je pense que Landa aurait bien voulu remporter une étape sur ce Giro, mais bon, il avait qu'à mieux savoir utiliser son vélo parce que ça a été un petit peu complexe dans la descente avant la montée à Vena et également dans ce fameux virage en épingle qui lui fait perdre la victoire. Les bonnets d'âne, je mets pas André Lopez parce que pour moi c'est un accident de course, c'est pas de sa faute. C'est un spectateur qui l'a fait tomber et après ça a modifié sa course. Et il avait plus grand chose à perdre au niveau du maillot blanc. Et pour lui faire 6e ou 7e, ça ne change pas grand chose. Par contre, Roglic est le grand perdant du jour, 3e ce matin. Et là maintenant, Roglic perd 1 minute. Et puis, bon, il est pas très loin de Landa, mais est-ce que demain il arrivera à reprendre du temps sur Landa? J'ai l'impression, quand même, Roglic, il finit sur les rotules, totalement sur les rotules, complètement cuit, cramasse. Roglic, ça se voit sur plusieurs aspects, déjà lâché dans le capot, dans le Passo Mangen, mais déjà lâché le dernier jour, on avait senti sa dernière semaine a été extrêmement longue pour le coureur slovène. Et puis là, il est lâché dans le dernier kilomètre de la montée à Vena, lâché par des coureurs comme Maika, qui pourtant est tombé moins de 10 km avant, lâché par Sivakov et également, qui sont des coureurs qui normalement sont moins bons que Roglic, et qui pourtant n'étaient pas très frais. Sivakov, je pense qu'il finit aussi et difficilement ce Giro, mais ouais, complètement cuit. Je pense que c'est aussi le fait d'avoir eu le maillot rose tôt. Je l'avais dit, ça a souvent un impact sur les équipiers, mais également sur le leader de la course qui va avoir à partir de ce moment-là une dépense d'énergie au niveau psychologique à cause du protocole. Le protocole, les interviews, tout ça, vous rentrez jamais
jamais tôt à l'hôtel et ça a joué je pense sur la récupération de Roglic. C'est 5-6 premiers jours où il a eu le maillot rose, où il rentrait peut-être 45 minutes, 1 heure après ses équipiers, ça a joué physiquement, et puis après quand physiquement la récup est pas bonne, et ben tactiquement il a fait des erreurs, et puis je pense que là dans ces 2-3 derniers jours il y était plus mentalement, et là malgré le fait qu'il ait tout donné pour limiter la casse, il perd quand même 1 minute sur Mikel Landa. Vincenzo Nibali, décevant je trouve Nibali, 5ème de l'étape. On pouvait s'attendre à mieux de Nibali sur ce Giro peut-être. Lui qui avait une équipe assez sérieuse autour de lui. C'est dommage parce qu'il fait, je pense, 12 ou 13 premiers jours parfaits. Et puis après, il y a un truc qui s'est déréglé chez Nibali. Je ne sais pas vraiment quoi. Peut-être le fait qu'il ait couru aussi sur les classiques de printemps a peut-être été une erreur. Et après, cette dernière semaine aussi, elle a été complexe pour Nibali. Physiquement. Là, en plus, hier, il y a même Pozzovivo qui n'a pas fait une très très bonne étape et ne l'a pas énormément aidé. Et puis, pourtant, il y a eu un gros travail quand même de Caruso avec lui hier, mais il manquait quelque chose. Et puis, de toute façon, s'il voulait lâcher, s'il voulait faire des écarts, c'était, comme je l'avais dit, il fallait tenter un premier coup dans le Passo Mangen. Il n'a rien tenté. Et là, il fallait tenter. Si vous vouliez, vu comment la Movistar est organisée, si vous vouliez lâcher Carapaz ou Landa, vu comment ils étaient forts, il fallait partir de très très loin, comme l'avait fait Froome l'année dernière, où il avait complètement fait craquer Yates. Il fallait faire la même chose, il n'a pas été capable de le faire, ou il n'a pas su le faire, tout du moins. Et ça a été donc une mauvaise journée pour Nibali, qui finit 3ème, enfin qui finira 2ème de ce Giro, mais sans avoir jamais vraiment impacté la course, qui est bien dommageable pour un coureur qui a une classe comme celle du requin de Messine. Nibali, il a quand même une classe incroyable et pourtant l'a peu vu sur ce Giro malgré le fait qu'il termine 2ème. Simon Yates, journée encore complexe aujourd'hui, jamais dans le coup au niveau de l'étape, par les bonnes jambes. Lâché très très tôt dans le Passo Mangen, il s'est retrouvé même à un moment à plus d'1 minute je crois du groupe maillot rose. Il arrive à revenir mais c'était pas une bonne journée, ça n'a pas été un bon Giro de toute façon, en difficulté souvent pour suivre ses équipiers quand Hamilton ou Chavez l'attendaient. Bon, il finit 8ème, j'ai envie de dire, il fait le minimum syndical, mais ça ne lui enlèvera pas la déception qu'il aura à la fin de ce Giro. La déception parce que l'année dernière, on croyait beaucoup en lui, il a fait quand même une énorme Vuelta l'année dernière également, mais voilà, il y a quelque chose, la forme n'était vraiment pas là pour lui, pourtant il avait bien commencé ce Giro, encore une fois il était 2ème du contre-la-montre à 19 secondes de Roglic, mais après tout est allé de mal en pis pour le coureur britannique. Allez, on passe à l'étape du jour, c'est une étape qui nous emmènera de Vérone à Vérone, 17 km contre-la-montre, c'est le circuit des championnats du monde de 2004. Donc voilà, avec la petite côte du Torricelli à mi-parcours, à peu près, un peu après la mi-parcours. Bon, pour moi, on va pas perdre une 40. Voilà, sur ce parcours-là, les écarts pour moi sont plus minimes, déjà parce qu'on est en 3ème semaine d'un grand tour. Donc c'est un contre-la-montre qui se fait moins par rapport au talent, par rapport aux aptitudes que vous avez au contre-la-montre, mais plus sur la fraîcheur physique. En 2014 on se souvient que je crois qu'un Thibaut Pinot avait fait un top 10 d'un contre-la-montre sur le Tour de France comme ça un samedi avant l'arrivée aux Champs-Élysées. Donc voilà, là aujourd'hui ça semble compliqué de faire des écarts. Après la montée du Torricelli, si vous voulez un petit peu ses cours, c'est 4 km 5,5 de moyenne, bon c'est pas très difficile, ça monte un petit peu en escalier, c'est irrégulier, mais bon, avec les veaux de contre-la-montre, c'est peut-être mieux d'avoir une montée comme ça permettra de remettre parfois des dents. Après, je fais pas de pronostic sur les favoris, parce que ça dépend de beaucoup de choses, ça peut être aléatoire, c'est vrai qu'on pourrait se dire, les favoris du contre-la-montre, oui, mais bon. Roglic, vu comment il est physiquement, je suis pas sûr qu'il arrive à faire un bon chrono, donc on verra. Qui arrivera à s'imposer du côté de Vérone. C'est toujours une victoire de prestige, gagner un dernier jour d'un grand tour, donc je pense que beaucoup de monde voudra
faudra faire un bon chrono, puis ça permet de se tester sur comment on est physiquement. Donc je pense que quelques coureurs le feront à fond, et puis d'autres coureurs le feront à moitié, comme Ackermann qui profitera de cette dernière étape pour entraîner son maillot cyclamen. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, j'espère que vous avez aimé toutes ces vidéos sur le Giro. Je suis pas sûr que demain on en fasse une pour parler du contre-la-montre, parce que bon, c'est pas forcément, ça n'a pas forcément d'intérêt. On fera, je pense, encore une vidéo. On fera un débrief de comment j'ai aimé le parcours et des têtes d'affiche, que ce soit sur le sprint ou également pour le classement général. Et du côté des Français, je pense qu'on fera plus un truc comme ça, mais pas forcément de débrief demain. Donc nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures cyclisme, mais également il y aura la Moto Grand Prix, il y aura la Formule 1, on fera le résumé de la F3, de la F2 également, qu'on n'a pas encore fait, on a un petit peu de retard, puis on parlera de jeux vidéo. Je le fais enfin, les idées ont migré dans mon cerveau. Voilà, au niveau du concept. Donc il y aura les jeux vidéo. Et puis il y aura le foot féminin également, la Coupe du Monde, qui se prépare également sur la chaîne. Allez, ciao ciao, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur l'Amérique Production.